Le corps d'Yves Montand exhumé pour expertise. Une jeune femme affirme être sa fille. Un test génétique sera pratiqué pour mettre un terme au litige avec les héritiers. 5e jour de la grève des routiers. 170 barrages sont toujours en place. La négociation a repris cet après-midi et risque de se prolonger. Justice engorgée, magistrats débordés, les avocats en grève aujourd'hui pour demander un plan d'urgence afin de rétablir des délais corrects pour les jugements. Bruxelles, la face cachée du désamiantage du bâtiment de la communauté européenne. Ouvriers et habitants du quartier risquent d'être contaminés. Alien 4, la résurrection. Le monstre de l'espace né il y a 18 ans revient sur les écrans. Réalisé par un Français, Jean-Pierre Jeunet, qui est notre invité ce soir en compagnie de Sigourney Weaver, l'héroïne de cette série depuis son commencement. Madame, monsieur, bonsoir. Le 9 novembre 1991 s'éteignait l'un des plus grands chanteurs et acteurs français, Yves Montand. 6 ans plus tard, la Cour d'appel de Paris ordonne l'exhumation de son corps pour trancher un litige opposant les héritiers de l'acteur à une jeune femme, Aurore Drossard, 22 ans, qui prétend être sa fille. La justice lui a déjà donné raison une première fois en se basant notamment sur la ressemblance physique. Yves Montand avait toujours nié pour sa part. L'expertise qui va être pratiquée consiste à comparer les empreintes génétiques d'Yves Montand et de la jeune femme qui prétend donc être sa fille. Florence Bouquilla. C'était il y a bientôt 6 ans. Yves Olivier, dit Yves Montand, était enterré sous les feuilles mortes du Père-Lachaise. Des milliers de fans, célèbres ou inconnus, se pressaient pour lui rendre un dernier hommage. Mais Montand ne repose pas ici pour l'éternité. Sa dépouille sera prochainement exhumée afin de permettre des prélèvements d'échantillons d'ADN. La Cour d'appel de Paris vient de rendre cette décision pour mettre un point final à une histoire vieille de 8 ans. En 1989, une ancienne comédienne, Anne Drossard, attaque l'artiste en justice. Elle affirme qu'Aurore, sa fille, est aussi celle d'Yves Montand avec qui elle a eu une liaison. Liaison que Montand reconnaît, mais il nie la paternité et refuse les tests sanguins. En 1994, la justice donne raison à Aurore et Anne Drossard. La Cour d'appel, saisie par la famille de Montand, impose donc aujourd'hui une expertise plus poussée. Pour moi, c'était mon père et je le vis toute seule. Au fond de moi, c'est mon père et que ce soit l'enterrement, que ce soit l'exhumation, je ressens la même chose qu'elles peuvent ressentir aujourd'hui. Carole Amiel, la dernière compagne d'Yves Montand et la mère de son fils Valentin, se dit aujourd'hui très triste. Je suis extrêmement choquée, je pense à Valentin, je pense à toute la famille. Quand on pense que dans 3 jours, ça fera 6 ans qu'il nous a quittés et qu'on imagine ce qui va se passer dans quelques mois, c'est extrêmement affligeant pour l'ensemble de la famille. Si les prélèvements ADN de Montand sont de bonne qualité, l'affaire sera tranchée de façon définitive, avec à la clé la fortune de l'artiste. La grève des chauffeurs routiers en est à son 5e jour. La négociation se poursuit ce soir à Paris. Elle risque d'être très longue. Nous y viendrons dans un instant. Mais d'abord, le point sur la conséquence principale de ce conflit, à savoir l'approvisionnement en carburant dans plusieurs régions françaises. Paris et la région parisienne sont pour l'instant relativement épargnés et dans le reste du pays, les situations sont très contrastées. Au total, près de 40% des stations-service françaises sont à sec en raison du blocage d'une trentaine de dépôts et raffineries d'essence. Jean-Paul Chapelle. Jusqu'à la dernière goutte. À Toulouse, on ne gaspille pas l'essence. Les CRS contrôlent les stations-service dans tout le département. Restrictions et même réquisitions. Ici, le carburant est réservé aux urgences et au personnel médical. Vous êtes infirmière à l'hôpital, pourquoi? Je livre des médicaments essentiellement. Toulouse, Bordeaux, Provence, Côte d'Azur, ce sont les zones les plus critiques. 90% des pompistes sont en rupture de stock. Près de Montpellier, plus de carburant chez Total. Et chez Leclerc, il faut compter au moins une demi-heure de patience. C'est limité à 100 francs, mais je dois accoucher incessamment sous peu et il faut que j'ai de l'essence pour pouvoir au moins le grand jour partir pour la grande aventure. À Nantes, en revanche, ce n'est pas la patience qui paye, mais plutôt le système D. Au gré des livraisons et des barrages tournants, c'est la prime au plus malin, la prime au plus rapide. J'arrive de la Rocade, là, chez Total, il y avait du gasoil. Mais je suis arrivé à un client trop tard, il n'y en a plus.
Ce soir, sur l'ensemble du territoire, 40% des stations-service sont à sec. Dans 30 départements, les préfets ont pris des mesures de restriction ou de réquisition. Les routiers continuent de concentrer leur action sur cette cible clé. Ils bloquent la moitié des 175 dépôts de carburant. Et toutes les informations sur les précautions à prendre sur la route au 3615, code de France 2, ou encore à ce téléphone 08 36 68 71 23. De plus en plus d'entreprises manquent de pièces détachées et de matières premières fabriquées. D'autres, au contraire, n'arrivent plus à fournir. C'est le cas d'une société de produits laitiers de Toulouse qui, n'ayant plus de concurrents, bloquée par les barrages, ne suffit plus à répondre à toutes les commandes. Muriel Lassaga, Gilbert Usin. Donc tu me l'as mis à livraison 10 heures, mais il ne sera jamais. Mets-moi plutôt livraison... Les carnets de commandes ne désemplissent pas. Depuis le début de la semaine, cette entreprise de fabrication en produits laitiers gère au jour le jour l'écoulement des stocks. La semaine dernière, les gens ont paniqué, les clients ont paniqué. Ils ont pris des quantités énormes de marchandises. Nos usines maintenant n'ont plus de stock, mais on ne peut pas affréter parce qu'on n'a plus de marchandises. Une rupture de stock également due à la très forte demande de nouveaux clients de la région, habituellement approvisionnés par des fabricants du nord de la France. Ces magasins ont été servis très rapidement et ont tiré très fort, ont acheté les produits de façon importante. À la livraison, le tonnage des produits frais comme le beurre et les yaourts a même dépassé les 70 tonnes quotidiennes. Car jusqu'à présent, l'approvisionnement a pu se faire sur courte distance, les barrages des routiers étant peu présents sur la région. Les camions de collecte de lait prennent du retard mais parviennent jusqu'au site de production. En revanche, d'autres problèmes apparaissent. Les produits essentiels à la fabrication, qui sont les emballages, les cartons, les plastiques, les produits de lavage essentiels dans l'industrie laitière, n'arrivent plus. Or, si on ne peut pas laver, on ne peut pas fabriquer. La production devrait être effective jusqu'à demain. Au-delà, c'est toute la chaîne de fabrication qui sera nécessairement stoppée. Seul ce stock destiné à l'Italie restera là jusqu'à la fin de la grève. Il n'y a pas eu d'incident notable aujourd'hui sur les barrages en France et dans le même temps, donc, la négociation s'est de nouveau engagée à Paris entre syndicats de chauffeurs routiers et patronat. Ce matin, après une nuit de négociation, on pensait être proche d'un accord, notamment sur les salaires. Et puis ce soir, l'atmosphère a quelque peu changé. L'optimisme, on peut le dire, a baissé d'un cran, Pascal Golomer. Oui Daniel, nous sommes encore loin, semble-t-il, d'un accord unanime à partir des propositions patronales faites la nuit dernière, à savoir une hausse des salaires de 6% dès le 1er novembre pour les conducteurs, 4% pour les sédentaires et un salaire mensuel garanti de 10 000 francs pour 200 heures au 1er juillet 2000 pour les conducteurs longue distance. Le patronat dit être venu pour une séance de signature. Les syndicats, eux, ont encore des choses à réclamer, que l'accord soit étendu au transport voyageurs notamment et que les salariés reçoivent au moins une partie de la prime de 3 000 francs qu'ils n'ont jamais touché après le conflit de 1996. Nous, on est invités pour négocier. Je pense que c'est ça qu'on vient faire. Si on est invité pour signer, il y a un malentendu. De toute façon, nous consulterons nos adhérents en vue du règlement en fonction des réponses. Je vous dis depuis ce matin, tous les gars, quand ils disent téléphone, c'est clair et net. C'est Roger, tu fais pas le con, c'est pas ça qu'on a demandé, c'est pas ça qu'on veut. Bon, c'est tout. Situation bloquée, le ministre des Transports Jean-Claude Guessot est donc venu pour la deuxième fois adresser aux négociateurs un message qu'il a ensuite lu à la presse. Je propose d'en écouter un extrait. Or, il est indispensable et il est urgent de conclure. Ni la profession, ni le pays ne peuvent vivre dans l'incertitude, les risques, les difficultés et les contraintes que les Français, comme nos partenaires européens, ne manquent pas de souligner. Il est urgent de conclure, dit le ministre. Les syndicats, eux, se disent prêts pour une nouvelle séance de négociation marathon. Tout dépendra sans doute du petit geste financier que pourraient faire les organisations patronales dans la soirée. Toute la journée, donc, les textes relatant les premières ébauches d'un accord éventuel ont circulé sur les barrages. Responsables CGT et FO estiment qu'ils ont été rejetés. La CFDT n'est pas exactement sur la même longueur d'onde, tout en s'abstenant de dire qu'elle est prête à signer. Prenons ce soir la température sur un de ces barrages, dans le sud de la France, à Vitrolles, où nous retrouvons Jacques Cardoz. Quelle est l'atmosphère ce soir, Jacques ? Eh bien écoutez, ce soir, il n'est pas question de lever les barrages, et ce, quelle que soit l'issue des négociations. L'ambiance est à la déception, à l'amertume, voire à la colère. Ce matin, la base FO, CGT, CFDT
qualifiait les nouvelles propositions patronales de provocation, voire même de torchon. Et ce soir, un responsable de Force ouvrière routier annonce qu'il entend faire en sorte que dès demain matin, le mouvement s'amplifie. Je vous propose de l'écouter. Il est évident que si effectivement le patronat ne veut pas comprendre, eh ben on va prendre les zones industrielles les unes derrière les autres, ou peut-être les aéroports, peut-être d'autres choses. On va continuer. On ne va pas s'arrêter là s'il le faut. Vous le voyez ici, les chauffeurs routiers grévistes sont bien décidés à poursuivre le mouvement, voire même à le durcir. C'est en tout cas ce qu'ils annoncent. Merci Jacques. Ce que font souvent remarquer les syndicats de chauffeurs routiers, c'est que les accords passés avec le patronat et sur le respect des conditions de travail, par exemple, sont plus ou moins respectés. Il faut dire que pour surveiller 38 000 entreprises de transport en France, l'administration ne dispose que de 123 inspecteurs du travail qui exercent leur profession, vous allez le voir, dans des conditions matérielles, disons, difficiles. Pascal Doucet-Bon, Marc Millet. Vous craignez des représailles éventuelles sur votre activité? Ça, c'est la question. C'est possible. Oui. Que fait un inspecteur du travail et des transports en temps de grève? Il inspecte les grévistes. Direct ou indirect. D'accord. Vous avez utilisé les véhicules de l'entreprise pour mener votre mouvement? Non. Ce barrage bloque l'accès aux installations pétrolières de Lac. Yvan Davidoff a pris l'habitude de se déplacer à chaque conflit. Il écoute, il conseille. Mais apparemment, en temps normal, on ne voit pas beaucoup d'inspecteurs dans les entreprises. Vérifier après coup les disques, voir si c'est conforme. Je ne sais pas ce qu'ils sont là pour nous défendre, mais je sais pas, ils ont l'air de subir des pressions de la part des patrons, parce qu'en fait, on les voit pas beaucoup. Des pressions peut-être, un manque d'effectifs c'est sûr. 2 agents pour les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, soit 3000 entreprises. Et encore, Yvan doit s'occuper des autoroutes, du rail, des péniches, des aéroports et des remontées mécaniques. De quoi apprendre à réduire ses ambitions. Ce que l'on voudrait au moins, c'est pouvoir effectivement sanctionner les situations les plus graves. Tout contrôler, ce n'est pas le but du jeu. Et actuellement, concrètement, vous êtes à même, vous, les inspecteurs et contrôleurs du travail, de sanctionner les situations les plus graves? Dans la plupart des cas, pas véritablement. Triste aveu. Mais il y a pire, la plupart des inspecteurs du travail trouvent la justice bien trop clémente à l'égard des entreprises qu'ils parviennent à épingler. Plus il y a d'infractions, moins proportionnellement elles sont sanctionnées. Et donc, moins elles sont dissuasives. Le chantage à l'emploi, ça marche sur les magistrats? Il y a effectivement une forme de chantage à l'emploi, bien sûr. Le ministère des Transports a promis des postes supplémentaires. Les inspecteurs du travail aimeraient bien que ce conflit leur soit profitable, à eux aussi. La grève se poursuivant, le gouvernement français est l'objet de pression de ses partenaires européens qui exigent la libre circulation des marchandises. La France est susceptible d'être frappée d'ailleurs de sanctions financières. Et c'est pour constituer des dossiers que certains chauffeurs routiers étrangers ont emporté avec eux des appareils photos, autant de preuves de leur manque à gagner. Anne Maug, Dominique Mas. Qu'est-ce que vous allez faire là? Je vais faire une photo pour mon patron, de quoi qu'on est vraiment bloqué, sans me faire écraser. Hein? Voilà une. Et je vais en refaire une autre dans l'autre sens, qu'on est bloqué, qu'on n'avance pas. Voilà, j'ai fait les 2 photos et en espérant que ça va se débloquer pour les routiers français. À la main, un petit appareil photo offert par son patron. Abdel travaille en Belgique. Après la grève, son chef demandera à l'État français, photo à l'appui, le remboursement des frais engagés. Salaire, immobilisation du camion, 4 000 francs par jour. Après ces clichés, prudemment, Abdel est remonté dans sa cabine. Sur le barrage, la tension monte. Lâche-moi! Lâche-moi! Dans le trou, on ne va pas t'inquiéter parce qu'il y a du monde! En 96, la grève avait coûté 150 millions de francs aux routiers belges. Cette année, ils contre-attaquent. Avec cette feuille, une liste de preuves à ramener en cas de barrage. Mais pour Abdel, tout ça est un peu administratif. On ne sait pas la faire remplir parce qu'il n'y a personne qui va la signer. Ni les gendarmes, ni les policiers, ni le syndicat. Pas facile et peu de chances d'aboutir. L'an dernier, 300 routiers belges ont demandé réparation. Un seul a eu gain de cause. Mais même si l'État français ne lui rembourse rien, il restera toujours à Abdel un souvenir pour son album photo. À noter encore qu'il y a quelques instants, la séance de négociation entre routiers et patronat a été suspendue. Elle doit reprendre dans 1 heure ou 2. Et puis ce soir encore, à l'occasion du sommet franco-britannique, Jacques Chirac, après une visite protocolaire à la reine Elisabeth,
s'entretiendra avec le Premier ministre Lionel Jospin, avec le Premier ministre anglais Tony Blair. Celui-ci, poussé par les transporteurs anglais, bloqués aux frontières, ne manquera pas de faire remarquer à la France qu'elle doit assurer la libre circulation des marchandises sur son territoire. La justice française est débordée. Une simple affaire de divorce peut prendre parfois 2 ans. Les avocats français avaient décidé aujourd'hui une journée de grève pour protester contre cet état de fait et demander un plan d'urgence pour apurer cette situation. Le ministre de la Justice, Mme Guigou, qui a obtenu des moyens supplémentaires, n'est pas contre. Reportage à Pontoise, Valérie Hermite, Frédéric Delarue. Monsieur, de la justice, vous connaissez les délais qu'il y a aujourd'hui pour avoir une date d'audience? Un procès ici à Pontoise, vous en avez pour 9 mois, 1 an. Ensuite, vous allez devant la cour d'appel, vous en avez encore pour 2 à 3 ans. Vous imaginez, vous aurez satisfaction dans 5 ans. Pendant ce temps-là, votre adversaire, il sera mort, vous serez obligé d'agir contre ses héritiers. L'exercice est assez inédit, mais pour dénoncer le manque de moyens dont souffre la justice, les avocats de Pontoise ont décidé d'innover. 250 autres dossiers à juger aujourd'hui. Nous terminerons à 23h. Pour exprimer leur lassitude, les jeunes avocats ont préféré l'humour en reproduisant dans la rue ce qu'ils vivent habituellement dans les prétoires. Donc, le 30 juin 1999, pour fixation d'une date de renvoi. Madame le Président. Les situations sont certes un peu caricaturales, mais jamais vraiment très loin de la réalité. On en rit pour pas en pleurer. Hein. Parce que malheureusement, dans l'état actuel de la justice, c'est plus que le seul moyen que nous avons pour nous exprimer, d'essayer de, sous ce côté humoristique, de faire comprendre que la situation est désespérée. 3 voire 4 ans de délai pour être jugé en appel. Pas assez de magistrats, pas assez d'argent pour la justice. Le refrain est hélas connu, mais cette fois la majorité des avocats de France a décidé qu'il était temps d'agir. À Pontoise comme ailleurs, les audiences ont été renvoyées, à l'exception de celles concernant les détenus. À Pontoise, plus qu'ailleurs en région parisienne, les avocats réclament des moyens. En correctionnel, pour les petits délits, les vols, les escroqueries, les agressions sexuelles, chaque après-midi, il y a en moyenne 30 à 40 affaires. Ce qui fait que j'ai calculé, chaque dossier est jugé, plaidoirie comprise, en 10 minutes. 10 minutes pour juger des affaires parfois sensibles. Je vous propose, confrères, donc, de venir avec moi voir le président. Bâtonniers en tête, ils ont une nouvelle fois fait part de leurs doléances. Les avocats, même s'ils se félicitent de l'augmentation du budget de la justice, réclament aujourd'hui un véritable plan d'urgence. À Bordeaux, Maurice Papon devait s'expliquer cet après-midi sur son rôle exact au sein de l'état-major de la préfecture de Bordeaux dans les années 43-44. La défense de l'ancien ministre consiste à minimiser ce rôle. Dominique Verdeillan, Dominique Merlin. À 22 ans, Adrien Castanet était le chef de cabinet de Maurice Sabatier, le supérieur hiérarchique de Maurice Papon. L'ancien collègue de préfecture ne s'explique pas la présence de Papon dans le box. Il n'a pas su ce qui allait arriver à ces gens-là, s'emporte le témoin. L'homme se souvient très bien que son bureau faisait face à celui de Papon, mais en revanche, sur les attributions de l'accusé, il n'a aucun souvenir. Je n'avais aucun pouvoir, répète Papon, je n'avais que des délégations de signature qui n'induisent aucunement une quelconque responsabilité. L'accusé raisonne en droit public. Le président, lui, s'intéresse aux faits. Le magistrat insiste du dossier, il ressort, dit-il, que le service des questions juives était sous votre autorité directe. Plusieurs arrêtés d'internement d'étrangers portent votre signature, note le président de plus en plus précis. Maurice Papon apparaît alors embarrassé, déstabilisé. Il faudrait voir les pièces, finit-il par consentir. Ce n'est qu'en avril 1943 que Maurice Papon a perdu le contrôle du service des affaires juives et l'accusé a une explication. À la mi-1943, dit-il, je servais la résistance avant de servir l'administration. J'étais devenu, poursuit Maurice Papon, un moins bon fonctionnaire et un meilleur résistant. Murmures et ricanements dans la salle, comme si tout le monde ne partageait pas ce jugement. Les premiers emplois jeunes du ministère de l'Intérieur sont en formation. Ces agents de sécurité, qui seront 10 000 au total, n'auront pas un rôle de répression, même s'ils sont armés. Il s'agit en fait d'un objectif d'îlotage des quartiers difficiles. Ils assureront une présence policière qui avait souvent disparu. Reportage Vincent de Guyenne, Pierre-Laurent Constant. En avant, marche, 1, 2... Les Bleus viennent d'arriver à l'école de police. Bleu, c'est la couleur des épaulettes des tout nouveaux adjoints de sécurité. Ils ont entre 19 et 25 ans et sont les premiers à tenter l'expérience des emplois jeunes au ministère de l'Intérieur. Juste avant, j'ai fait effectuer mon service militaire dans la police en tant que policier auxiliaire. J'ai tenté le concours de police, j'ai échoué, donc c'est une autre façon de pouvoir entrer dans la police.
et puis aussi de servir comme pour la population issue des quartiers défavorisés, être un peu le cordon ombilical et remettre un peu de bon vivre dans la région parisienne, surtout dans les quartiers un peu chauds de Paris. Il vous plaît votre nouvel uniforme? Il est magnifique et j'en suis fier. Motivés, ils sont pour la plupart d'anciens policiers auxiliaires. Leur formation durera 2 semaines. Vous pourrez, de par votre présence à la sortie des écoles, avoir une action active. Payés au SMIC, ils feront de l'îlotage, ils ne seront pas gardiens de la paix. Ils ne vont pas faire d'arrestation, ni de contrôle d'identité par exemple. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Parler, on est là pour essayer d'aider les jeunes, parler avec les commerçants pour voir si tout va bien. Leur première mission, c'est de pouvoir dialoguer aussi bien avec une tranche de population adulte que des jeunes, donc leur apprendre ce respect absolu de la personne de façon à ce que l'image de la police soit valorisée. Les différentes missions qui viennent d'être évoquées. Mais les jeunes adjoints de sécurité seront tout de même armés. On a l'arme parce que dans la police nationale, on ne peut pas porter déjà une tenue sans avoir une arme. Ceux-là avaient déjà un revolver quand ils étaient auxiliaires. Les autres, ceux qui n'ont pas fait leur service national dans la police, auront 4 semaines de formation supplémentaire. Les premiers adjoints de sécurité arriveront sur le terrain le 1er décembre. Après l'explosion du Boeing de la TWA qui avait fait 230 victimes après son décollage à New York en juillet 1996, un homme avait accusé la marine américaine d'avoir provoqué accidentellement l'explosion à cause d'un missile d'entraînement qui se serait trouvé dans le secteur. Cet homme vient de se rétracter, déclarant qu'il avait inventé cette théorie, largement reprise à l'époque, pour faire du tort au gouvernement américain. Des pluies diluviennes sur l'Espagne et le Portugal ont fait au moins 32 morts la nuit dernière. Ces trompes d'eau étaient accompagnées de vents très violents. Les rivières ont débordé, emportant des ponts, des habitations, coupant les routes et interrompant le trafic ferroviaire. Richard Binet. La pluie et le vent. Un vent dépassant les 100 km/h. Toute la nuit près de Séville en Espagne et dans tout le sud du Portugal. Et au réveil, un paysage de désolation. Arbres arrachés, voitures retournées, des dizaines de villages sinistrés, parfois coupés du monde, comme avalés par un gigantesque ouragan. Et puis très vite, les victimes. 32 morts dans la nuit de mercredi à jeudi. Plusieurs centaines de blessés. Jusqu'aux trains qui n'ont su résister à la force du vent. Ici, dans la province d'Algarve, au sud-ouest du Portugal. Et sur les côtes, la même tempête. Digues submergées, bateaux de plaisance coulés, un cargo américain échoué dans la baie de Cadix, 33 000 tonnes de fer et d'acier, retournées comme un fétu de paille. En France, la météo annonce pour cette nuit encore de fortes pluies sur le sud-est de la France, notamment sur les Cévennes. Plusieurs rivières risquent de déborder. Le ministère de l'Environnement a présenté aujourd'hui un inventaire des sites pollués en France, en général d'anciens terrains industriels dont les sols contiennent des déchets qui peuvent être dangereux. Ils sont enfoncés sur cette carte. L'inventaire n'est pas exhaustif, mais il recense tout de même 896 sites dans toute la France. À propos de pollution dangereuse, à Bruxelles, l'ancien siège des communautés européennes est actuellement en cours de désamiantage. 500 millions ont déjà été dépensés. Apparemment, le travail se fait en toute sécurité. En réalité, c'est tout le contraire, avec des risques de contamination des ouvriers, mais aussi des habitants du quartier. Enquête, Gérard Grisbeck, Vincent Bouffartic. Un bâtiment de 200 000 m² entièrement vide. Pendant des années, il a été le symbole de la construction de l'Europe. Aujourd'hui, il se passe des choses bien étranges à l'intérieur. Nous sommes au 8e étage du Berlaymont, l'ancien siège de la Commission européenne. Au cœur de ce bâtiment, devenu terriblement dangereux. Ici, des hommes travaillent sous très haute protection. Ils grattent, aspirent, retirent, centimètre par centimètre, 4000 tonnes d'amiante qui couvrent la plupart des structures et des parois de cet immeuble. Aujourd'hui, ces travaux de désamiantage semblent parfaitement maîtrisés. C'est en tout cas ce que la direction du chantier a voulu nous faire constater en organisant cette visite guidée. Mais voici un autre étage du bâtiment où nous n'étions pas invités. Nous avons tourné ces images le même jour, mais sans accompagnateur. Ici, l'amiante est stockée dans des sacs poubelles dont certains sont restés ouverts. Sur le sol, à l'abandon, des déchets d'amiante. Nous avons retrouvé un homme qui a travaillé plusieurs mois sur ce chantier. Comme la plupart des ouvriers embauchés sur place, il n'était pas un spécialiste du désamiantage. Son témoignage, qu'il a voulu anonyme, est accablant.
Je ne connaissais rien à l'amiante, mais je me suis très vite rendu compte que c'était très mauvais. On n'avait pas de gants et nous ne portions qu'une seule combinaison qui était très vite trouée. Nous n'avions ni la formation, ni le matériel. Les sacs pour transporter l'amiante étaient percés et on en mettait partout. Le scandale a été révélé par ces deux journalistes. Ils ont eu accès à un rapport commandé par la direction du chantier. Le rapport conclut au manque de professionnalisme des entreprises, avec cette conséquence sans appel, la santé des habitants du quartier a été mise en danger. Vraisemblablement, l'ensemble du quartier qui entoure ce bâtiment symbole de l'Europe à Bruxelles a été contaminé par des fibres d'amiante. C'est écrit noir sur blanc dans ce rapport. Il y a bien eu contamination, les SAS n'ont pas joué leur rôle de protection. De par leur conception, ces SAS mettent en communication directe l'air de la zone et l'air extérieur. Cette immense toile blanche qui enveloppe l'intégralité du bâtiment du Berlaymont devait être une protection de plus contre tout risque de contamination de l'environnement. Mais sous cette bâche, on en trouve une deuxième, beaucoup plus importante, car elle doit permettre une étanchéité totale. Cette poussière d'amiante ne doit passer à aucun prix. Nous avons pu constater qu'à certains endroits, la bâche avait été déchirée et grossièrement rafistolée. Alors les plus hautes autorités de l'État belge reconnaissent elles-mêmes qu'il y a de quoi s'inquiéter. J'ai une intime conviction qu'il n'y a pas eu de contamination vers l'extérieur. Mais cette intime conviction ne suffit pas lorsque l'on connaît et lorsque l'on sait qu'il y a eu des dysfonctionnements graves à l'intérieur du bâtiment. Aujourd'hui, les sacs d'amiante sont stockés dans ces containers. Il y a quelques mois encore, selon la Commission européenne, c'est à l'air libre, dans des bennes de camions, que les déchets d'amiante étaient évacués. Pire, selon un rapport interne, 9 containers de déchets ne sont jamais arrivés à destination. Ce qui veut dire que 40 tonnes d'amiante ont disparu dans la nature. Les cosmonautes de la station Mir sont sortis dans l'espace pour mettre en place des panneaux solaires qui vont réalimenter la station orbitale en énergie. Des images magnifiques qui vont permettre à la station de continuer à surveiller l'espace. Les hommes sont-ils nécessaires à la conquête de l'espace? C'est la question posée par le ministre français Claude Allègre, qui est également un scientifique. Lui pense que non. En revanche, l'astronaute français Jean-Loup Chrétien, qui faisait partie du dernier équipage d'Atlantis, a entamé avec ses coéquipiers américains une campagne pour prouver le contraire. Romain Bonan, Claude Sicard. Comme tombé du ciel, tout un équipage de la navette Atlantis qui met les pieds sur le sol Qatar. Avec en tête le spationaute français Jean-Loup Chrétien. À peine rentrés de la station Mir, ils sont venus ici, à Cordes-sur-Ciel. C'est la première fois que j'en vois un vrai. Et tu penses qu'ils sont comment? Comme tout le monde. Cordes-sur-Ciel, fondée en 1222, l'année du passage de la comète de Halley. 1000 habitants l'hiver, dont 240 collégiens, 240 pères dieux écarquillés quand débarquent tout à coup, sous le préau, 3 astronautes, un cosmonaute et un spationaute. Aussitôt, les questions préparées depuis plusieurs semaines fusent, même les plus inattendues. Comment dormez-vous? Où? Cette nuit? Non. Dans la fusée, dans la station. Réponse du commandant de bord de la mission STS-86 avec démonstration. La première chose qui se passe, c'est que tes bras montent comme ça. Et l'autre bras aussi. L'autre. Et puis l'autre. Okay. And then the other one comes up. Now you gotta hold them right like that, okay? Et ils vont rester tout le temps comme ça. Alors tu les gardes comme ça. Okay, now this leg comes up like this. Non, maintenant cette jambe monte comme ça, tu la gardes comme ça. Et l'autre aussi. À Cordes-sur-Ciel, les hommes de l'espace étaient venus avant tout pour vanter les mérites de la conquête spatiale, surtout au moment où l'actuel gouvernement français trouve cette aventure trop coûteuse. Tous les pays du monde actuellement sont extrêmement attirés par cette nouvelle forme d'exploration, donc en coopération avec des gens qui avant ne nous ouvraient pas trop leurs portes, qui d'un seul coup les ouvrent. Donc vous voyez, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, on est en train de se planter. En tout cas, l'équipage de la navette aura fait rêver des gamins, mais demain au collège de Cordes, c'est jour de BEPC blanc. Le film événement de la semaine, Alien, la résurrection. 7 ans après Alien 3, 18 ans après le premier film de cette série qui raconte les aventures d'un monstre de l'espace. Sigourney Weaver, qui a tourné les 4 films, est notre invité ce soir en compagnie du réalisateur français Jean-Pierre Jeunet, choisi par les Américains pour ce 4e épisode. Pascal Deschamps, Guy Dahan.
Qui êtes-vous? Ripley Hélène, lieutenant, matricule 36706. Hélène Ripley est morte il y a 200 ans. 7 ans, autant dire une éternité, que les fans de la série Alien se faisaient mal en se repassant inlassablement cette image. 1988, Alien 3, Ripley se suicidait en entraînant dans la mort le monstre qu'elle portait en elle. C'était sans compter sur l'ingéniosité d'un scénariste qui les ressuscite tous deux par clonage interposé. Pareil que t'as déjà eu affaire à ces bestioles? Oui. Et t'as fait quoi? J'en suis morte. Autre idée de génie, quelqu'un, à la Fox, suggère un nom pour succéder à Ridley Scott, James Cameron et David Fincher, Jean-Pierre Jeunet. Jean-Pierre Roux? On avait regardé des dizaines de films. Et puis soudain, il y a eu un consensus. On était tous d'accord pour dire qu'il nous fallait le réalisateur de Délicatessen et de La Cité des Enfants Perdus. Que Jean-Pierre Jeunet, si ça l'intéressait, ce qui était une autre histoire, serait le choix le plus inattendu et le plus intéressant. And maybe most interesting choice. Alien 4 porte indéniablement la patte du Frenchie, plus d'humour, de fantaisie, voire de poésie que dans les précédents. Pour les effets spéciaux numériques, le réalisateur a imposé son complice de toujours, le français Pitof. Le résultat est sans aucun doute un compromis entre liberté de création et impératif financier. Je ne sais pas ce que Jean-Pierre pense de tout ça, mais je crois que oui, c'est un bon compromis. Bien sûr, il y a des choses qu'il n'aimait pas. Vous connaissez le système des studios, le poids des financiers. Jean-Pierre aurait parfois voulu tourner plus lentement. Mais vous savez, le résultat à l'écran est beaucoup plus impressionnant que si le film avait coûté 30% de plus. Depuis 18 ans, autant dire une génération, Alien fascine le public. Sans doute parce qu'il met en scène de manière spectaculaire le combat éternel que livre l'homme contre le mal qui est en chacun de nous. On ne s'habitue pas. Sigourney Weaver, bonsoir. Vous aviez juré, après le 3e Alien, de ne plus jamais tourner un film comme ça. D'ailleurs, vous mouriez dans le film. Alors pourquoi un 4e? Well, alors, je suis mort, sincèrement. Je pense, comme tout le monde, que c'est la fin. Mais il y a plusieurs raisons qui m'attiraient l'opportunité de travailler avec Jean-Pierre, que j'admire beaucoup, et Winona. Mais aussi cette idée de revenir de la mort contre ma volonté et d'être une espèce pas humaine. Et aussi cloning, c'est un grand sujet de jour. Et je crois que le scénario est très impressionnant et nous avons... Alors, vous avez tourné les 4 films. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de film? Je pense que chaque fois on a choisi une metteur en scène pas très expérimenté, mais avec beaucoup de vision, beaucoup de talent. Je crois que c'est le metteur en scène qui soit la vedette, qui apporte l'originalité et quelque chose de très unique à chaque. Mais à moi, j'aime beaucoup l'humeur très foncé et les caractères, les situations. Merci pour votre français, mais si vous voulez répondre en anglais, vous pouvez le faire aussi. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce genre de film? C'est un film qui vous fait peur lorsque vous le tournez? Vous aimez ces films? Je suis très timide comme les films d'horreur. J'ai peur beaucoup. Alors, comme ça, c'est vraiment les histoires. Les histoires sont pas très uniques, mais beaucoup de suspense. Et je pense que c'est très visuel aussi. Et ça, pour moi, qui est une personne du théâtre, l'opportunité de travailler avec les metteurs en scène qui sont très visuels aussi, c'est une expérience pour moi. Qu'est-ce que vous avez répondu? Qu'est-ce que vous avez pensé lorsqu'on vous a dit le réalisateur va être français? Oh, mais je suis ravie parce que je connais le travail de Jean-Pierre et je crois que les éléments de Délicatessen, la claustrophobie, l'humeur, les relations entre les humains qui sont très touchantes, c'est clair qu'il a un amour pour les acteurs, pour les visages. Je suis
ravie, vraiment. Jean-Pierre Jeunet, vous avez confié dans un journal vos souvenirs de ce tournage, ce premier tournage américain, et vous aviez fait un certain nombre d'intertitres simplement sur le thème « Je me souviens ». Et votre premier souvenir, c'était quoi? Le tout premier, je pense que c'est quand j'ai passé le Porsche de la 20th Century Fox, et forcément j'ai senti tout le poids du passé. Il y a des grandes peintures murales, l'une c'est 7 ans de réflexion, l'autre c'est Star Wars, et on se dit mais est-ce que je vais pouvoir succéder à ça? C'est très impressionnant, très émouvant. C'est quoi? C'est la peur au ventre? Il y a les deux, forcément, succéder à des grands réalisateurs comme ça, avoir sur les épaules un budget aussi énorme. Dans un premier temps, on se dit non, mais d'abord, quand j'y étais, je ne croyais pas que ça se ferait, j'y allais juste pour voir. Alors évidemment, quand on est tellement décontracté, c'est comme ça que ça se fait. Et vous avez aussi dit, je me souviens de la modestie de certaines grandes stars américaines qui viennent faire des bouts d'essai. Oui, contrairement aux Français, ils sont tous prêts à ça, parce qu'ils sont tous très professionnels, tous les acteurs. Justement, vous avez dit qu'ils sont très professionnels, et Sigourney Weaver, dans le film, doit placer un ballon de basket dans un panier. L'histoire du ballon de basket. Oui, elle devait le faire, mais de très très loin. Et moi, je voulais que ce soit 15-20 mètres, mais de dos, comme ça, c'est-à-dire quelque chose qui est impossible à faire. Quoi. Non, même lui, il ne peut pas, c'est inhumain. Et quand je suis arrivé sur le plateau, elle était en train de s'entraîner pour le faire pour de vrai, alors que je pensais que ça allait être une machine qui allait le faire. Et elle a tellement têtu, elle a tellement de volonté qu'elle a tenu à le faire elle-même. Elle l'a fait à 15 mètres, elle a envoyé le ballon, il est rentré dedans. C'est vrai? C'est un miracle. Alors, Sigourney, qu'est-ce qui est le plus intéressant dans ce genre de film? Ce sont les cascades, ce sont les moments de peur, ce sont les moments les phases où on est dans des situations extrêmement difficiles? Alors, pour moi, c'est la balance entre l'action et se vivre, et aussi les moments qui sont grabbed by the human beings. Et pour moi, j'ai eu une opportunité de jouer un replay très différent, peut-être un anti-replay qui est beaucoup plus comme un animal, qui est un peu plus puissante. Est-ce que sur le tournage d'un film comme ça, on a parfois peur, ou bien est-ce que c'est très drôle finalement? Non, c'est ni l'un ni l'autre, mais quand je vois le film, à cause de la musique qui est ajoutée plus tard, c'est la musique. Ça me fait peur. Toute dernière chose, est-ce qu'après 4 aliens, vous êtes tout à fait encore un humain? Est-ce que vous êtes encore humaine? Ah, je ne sais pas. Ça c'est pour les spectateurs à juger. Did I say it right? Merci beaucoup en tout cas de nous avoir rendu visite juste avant la première qui aura lieu ce soir à Paris. Merci beaucoup madame. Voilà, rappel des titres avant de nous quitter. 5e jour de la grève des routiers, 170 barrages sont toujours en place. La négociation a repris cet après-midi, risque de se prolonger après une interruption, elles viennent de recommencer. La justice engorgée, magistrats débordés, les avocats en grève aujourd'hui pour demander un plan d'urgence afin de rétablir des délais corrects pour les jugements. Le corps d'Yves Montand exhumé pour une expertise. Une jeune femme affirme être sa fille. Un test génétique sera pratiqué pour mettre un terme au litige avec les héritiers. Dans un instant, la météo, Sophie Davant, puis le point route, Valérie Maurice, 20h50, envoyé spécial, le magazine de la rédaction, présenté par Paul Nahon et Bernard Benyamin, avec entre autres un reportage sur la pêche au thon en Méditerranée. Étonnant. Prochaine édition, 0h50, Florence Duprat. Demain, 7h50, les 4 vérités. François Delaborde recevra Sabine Sherman, directeur des transports Sherman, à propos de la grève des routiers. 13h, le journal Patrick Chêne, Antoine Cormery. Quant aux 20h, il sera présenté demain soir par Béatrice Schoenberg. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir. Dans quelques